De nouvelles attaques meurtrières en République démocratique du Congo, à Beni d'abord. 12 civils, dont 2 enfants, ont été tués à la machette et par balle dans 2 assauts la nuit dernière, attribués aux ADF, un groupe ougandais musulman accusé par le gouvernement congolais et l'ONU d'avoir massacré plus de 1000 habitants de la région depuis 2014. Ensuite, en Ituri, un militaire et 6 civils ont été tués aujourd'hui, également à la machette par des rebelles qui fuyaient une offensive de l'armée congolaise. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est rendu le 1er juillet dernier en Ituri, où il a promis des opérations militaires d'envergure. La région est riche en or et en pétrole et a été ravagée par une guerre entre 2 communautés qui a fait des milliers de morts. Ailleurs dans le pays, à Bachou, près de Butembo, des inconnus ont saccagé un centre de santé chargé du triage des cas d'Ebola. Ils ont également pillé des médicaments. Compte rendu, Blanche Sanou. Au milieu des décombres, Nelson tente de récupérer ce qui peut être sauvé. Comme vous pouvez le constater, des bandits sont venus pour brûler le centre de tri des cas d'Ebola. On gérait beaucoup de malades ici. Toute la communauté venait se faire soigner ici, 20 à 25 patients par jour. Les activités de riposte contre l'épidémie ont été à plusieurs reprises perturbées par des attaques armées dans cette région de la RDC en proie aux conflits armés. Lundi, le ministre congolais de la Santé a démissionné de ses fonctions, une décision qui intervient après la déclaration de l'OMS d'élever l'épidémie en cours au rang d'urgence de santé publique de portée internationale. Laissons le gouvernement assurer la sécurité de ses agents de santé. L'autorité de l'État doit être restaurée dans cet environnement qui échappe au contrôle du gouvernement. Un climat d'insécurité plane sur les efforts de la riposte contre la maladie d'Ebola. Aux dernières nouvelles, le président Félix Tshisekedi a décidé de s'appuyer sur une équipe d'experts dans la conduite de la lutte contre cette épidémie. Autre bémol, les problèmes de financement. L'OMS estime qu'il faudra 324 millions de dollars pour financer son intervention et sa préparation en Afrique au cours des 6 prochains mois. Le Maroc entend continuer à jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre le terrorisme, tant en Afrique qu'ailleurs dans le monde. C'est le directeur du Bureau central d'investigation judiciaire marocain qui l'affirme. Pour Abdelhak Kiam, les efforts communs constituent le moyen le plus efficace pour enrayer le fléau. Il l'a dit dans un entretien accordé à l'agence italienne La Presse. Après les attentats du 11 septembre en 2001 aux États-Unis, le Maroc s'est engagé avec la coalition pour combattre ce fléau du terrorisme. Le Maroc a bien compris le fléau, il a bien fait une stratégie que j'ai dit tout à l'heure qui est multidimensionnelle. Nous avons pris conscience que le côté sécuritaire à lui seul ne peut pas combattre les facteurs qui mènent les jeunes à se radicaliser. Il y a un effort qui a été fait sur le champ religieux. Nous avons un conseil supérieur des ulama qui a le contrôle exclusif de toutes les mosquées. Nous avons combattu dans un processus de développement économique la pauvreté et la précarité. Je le dis et je le répète tout le temps que le terrorisme n'a aucune nationalité, n'a pas de religion bien sûr. Les services de sécurité marocains ont toujours tendu la main à tous nos partenaires européens. Il n'y a aucun doute que les relations marocaines avec les Italiens ils sont excellentes, mais on doit les renforcer encore de plus, étant donné que les risques sont induits par cette menace terroriste qui menace tout le monde. L'actualité en Europe, le Britannique Boris Johnson a été élu aujourd'hui à la tête du Parti conservateur. Il a largement devancé son rival, Jeremy Hunt, ce qui fera de lui, dès demain, le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni en remplacement de Theresa May. Zili Diko pour les détails. Boris Johnson, ancien maire de Londres et ex-ministre des Affaires étrangères opposé à l'actuel chef de la diplomatie, Jeremy Hunt, a remporté 66% des voix des quelques 159 000 membres du parti qui se sont exprimés. Jeremy Hunt, 46 656 voix. Boris Johnson, 92 153 voix. Par conséquent, je déclare élu Boris Johnson, chef du Parti conservateur et unioniste.
Il devient ainsi chef des Tories et prendra officiellement ses fonctions mercredi après une visite à la reine Elisabeth II. Premier grand dirigeant international à réagir, Donald Trump lui a adressé ses félicitations. Le président américain a tweeté que Boris Johnson sera formidable et qu'il fera un excellent travail au 10 Downing Street. Dans le contexte tendu du Brexit, la Commission européenne a également félicité le nouveau Premier ministre, farouche défenseur du retrait britannique de l'UE. Nous allons finaliser le Brexit le 31 octobre. Nous allons profiter de toutes les opportunités qu'il apportera avec un nouvel état d'esprit très optimiste. Pendant sa campagne, Boris Johnson avait souligné qu'il voulait que ce divorce historique ait lieu coûte que coûte à cette échéance, quitte à sortir de l'UE sans accord. Pour nous décrypter cette nouvelle, j'accueille l'éditorialiste et politologue Mustapha Toussa. Il nous rejoint via Skype de Paris. Bonsoir. Bonsoir Jacques. Boris Johnson va donc entrer au 10 Downing Street dès demain. Sa première mission sera de mener à bien la sortie du Royaume-Uni de l'UE, qu'il veut effective dès le 31 octobre. Cela va-t-il se faire avec ou sans accord, d'après vous ? Alors, avant d'être nommé à ce poste, Boris Johnson avait déjà dit qu'il allait tenter de renégocier cet accord avec l'Union européenne avant d'adopter une solution extrémiste, donc sortir sans accord. Alors négocier, les Européens lui ont déjà dit qu'il n'y a rien à renégocier. D'ailleurs, d'autant plus qu'on se demande au nom de quoi cette Union européenne va faire des cadeaux et des concessions à Boris Johnson alors qu'elle les a refusés à Theresa May. Donc on se dirige tranquillement mais sûrement vers une sortie sans accord. Toute la question est de savoir est-ce qu'il va pouvoir convaincre la représentation nationale britannique que la sortie sans accord est la seule issue qui peut garantir les intérêts britanniques. Ça, il y a beaucoup de doutes. Alors, ce qu'il faut remarquer, Jacques, c'est qu'aujourd'hui, hier et aujourd'hui, la presse européenne a publié un certain nombre de portraits de Boris Johnson où on fait ressortir son côté original, son côté cynique, clownesque, peu sérieux. Et donc, on le compare un petit peu au Trump européen. On a la personne de Bolsonaro, un Trump latino-américain, on a la personne de Boris Johnson, un Trump européen. Donc les Européens ne semblent pas le prendre très au sérieux et ils ne sont pas du tout prêts à négocier avec lui un nouvel accord et ils attendent, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour eux l'arrivée de Boris Johnson. Oui, des médias européens qui ont été quand même très sévères. Il y a certains médias qui l'ont décrit comme une girouette au faux air de bouffon un peu sévère. Alors, il a été largement élu par les membres des Tories, les conservateurs. Qu'est-ce que cela signifie pour sa marge de manœuvre, tant au Parlement britannique qu'avec les dirigeants de l'UE ? Alors, sur la scène britannique, on se pose la question, est-ce qu'il va utiliser sa botte secrète, sa recette magique pour convaincre la représentation, les députés britanniques, oui. Là où Theresa May, malgré un long parcours, malgré un effort gigantesque, elle avait échoué. Donc, oui. Quel argument il va pouvoir utiliser pour les convaincre ? Et là, on est très pessimiste parce qu'on sait qu'à l'intérieur même des partis conservateurs, il y a des divergences, il y a des clivages, il y a des courants politiques qui sont tout à fait contre le style Boris Johnson. Très rapidement, malheureusement, le temps passe très vite. Vous parliez du président américain tout à l'heure, Donald Trump, qui a félicité Boris Johnson. Pour lui, il sera formidable, écrit Donald Trump. Boris Johnson, Premier ministre britannique. Comment cela va-t-il changer les rapports entre Washington et Londres ? En tout cas, ça va se jouer très rapidement dans la négociation de ce nouvel accord de libre circulation promis par Donald Trump à Boris Johnson. Mais il lui a dit qu'il faut absolument que vous sortiez sans accord de l'Union européenne pour que vous puissiez avoir un bon accord avec les États-Unis. Donc il va y avoir un examen extrêmement important de la relation entre l'Amérique et la Grande-Bretagne, Moustapha, entre ces deux hommes qui ont l'air de s'apprécier. Vous retrouver. Vous êtes éditorialiste et politologue et vous étiez en direct de Paris. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir. Voilà. Eh bien, son témoignage est très attendu. Robert Mueller, qui a enquêté pendant 22 mois sur les liens
présumé entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump pendant la présidentielle de 2016, doit s'exprimer demain au Congrès américain. Le locataire de la Maison-Blanche, qui a toujours dénoncé une chasse aux sorcières orchestrée par l'opposition démocrate, a minimisé la portée de l'audition. Davantage avec Arzuma Compaoré. Donald Trump a réaffirmé qu'il ne regarderait pas l'audition tant attendue du procureur spécial Robert Mueller devant le Congrès mercredi. Un témoignage télévisé qu'il considère comme une perte de temps. Non, je ne vais pas regarder. Probablement, peut-être que je vais en voir un peu. Je ne vais pas regarder Mueller parce qu'on ne peut pas croquer une pomme autant qu'on veut. Robert Mueller, qui espérait que son rapport parlerait de lui-même, a finalement reçu une assignation à comparaître. Ce rapport, c'est mon témoignage. Le rapport de Mueller n'a pas blanchi le président d'une éventuelle obstruction, mais le procureur général William Barr l'a fait. Les démocrates ont l'intention de questionner M. Mueller pour le contraindre à s'expliquer plus amplement. Si nous étions sûrs que le président n'a pas commis de crime, nous l'aurions dit clairement. Dans un tweet aujourd'hui, Trump a dit avoir lu le rapport Mueller dans sa totalité et que cela avait fait perdre du temps à tout le monde, sans oublier l'argent du contribuable. L'ancien procureur et ancien directeur du FBI ne devrait révéler rien de plus que ce qui figure déjà dans son rapport final soumis au procureur général William Barr. C'est en tout cas le conseil que le ministère de la Justice lui a donné dans une lettre. Il est l'heure maintenant de vous proposer la rubrique économie, comme chaque mardi. Et ce soir, nous retrouvons Eric Manirakiza. Bonsoir Eric. Bonsoir Jacques. Le Nigeria veut remettre sur pied son réseau électrique affecté par des difficultés d'acheminement aux populations. Lagos a confié cette tâche à l'industriel allemand Siemens et un accord signé mardi vise 3 objectifs, la réhabilitation, la modernisation et enfin l'extension des réseaux de transport et de distribution ainsi que la production d'électricité. Résultat attendu, amélioration considérable du système énergétique du Nigeria, création des milliers de nouveaux emplois qualifiés. Ceci permettra au pays et à ses habitants d'atteindre un niveau de développement industriel et sociétal supérieur. Actuellement, Jacques, le réseau électrique nigérian souffre d'un déséquilibre entre la production et la consommation. Avec une capacité de production de 13 000 MW, seulement 3 400 atteignent en réalité les consommateurs. Et faute d'un réseau fonctionnel, les 190 millions d'habitants du Nigeria ont du mal à s'éclairer et à communiquer. Les plus riches utilisent les transformateurs ultra perfectionnés. Les personnes qui ont des revenus moyens utilisent les générateurs à diesel. La lumière au bout du tunnel pour beaucoup de Nigérians, pour jouer un peu avec les mots et bien évidemment Eric Manirakiza. Alors cap maintenant sur la corne de l'Afrique à Zalambessa. Le moral des commerçants et des consommateurs est en berne. Pourquoi Eric ? L'optimisme s'estompe, Jacques, et les frontières sont à nouveau scellées. L'espoir suscité par l'accord de paix entre Asmara et Addis Abeba n'a pas duré longtemps. Durant les jours qui avaient suivi la signature de l'accord, cette frontière entre l'Éthiopie et l'Érythrée était débordée de clients. Certains natifs étaient revenus pour relancer les activités économiques en vue de contribuer dans le développement de cette région jadis complètement désertée. La refermeture de la frontière vient troubler la fête. Maintenant, ce commerçant éthiopien ne sait pas comment garder son business. Jack, suivez. J'ai ouvert ce restaurant parce que je suis né et j'ai grandi ici. Après l'accord de paix entre les deux pays, il y avait une grande affluence de gens dans la ville. Mais avec la fermeture de la frontière, le moral des gens est en berne. Tant que le régime actuel à Asmara restera au pouvoir, je ne pense pas que la frontière ouvrira et les deux pays ne pourront pas normaliser leurs relations. On parle toujours de l'économie, Jacques, et s'il y a un État africain qui est connu pour la pêche, c'est bien le Sénégal. Le pays se trouve au cœur de l'une des zones de pêche les plus riches du monde. Depuis quelques années, toutefois, les poissons se font de plus en plus rares, ce qui affecte de nombreux pêcheurs artisanaux, comme dans la ville de Saint-Louis où s'est rendu Echa Sarai.
Suivez. À Saint-Louis, la pêche est une tradition ancestrale. C'est un savoir-faire qui se transmet de père en fils. Mais la pêche n'est plus ce qu'elle était il y a quelques années. Nos parents avaient de la chance. Des règles traditionnelles dans la communauté des pêcheurs étaient bien respectées. Mais maintenant, tout a changé. Les familles s'élargissent et on utilise du matériel qui n'existait pas avant. Le marché est saturé. Les familles sont plus larges et les enfants constituent une grande partie de la main-d'œuvre. Beaucoup de pêcheurs vont pêcher plus loin, en Mauritanie notamment. La Mauritanie a augmenté la sécurité dans ses eaux. Et les pêcheurs sénégalais qui s'y aventurent risquent d'être arrêtés et condamnés. Si tu payes, on te rend ton matériel. Si tu ne payes pas, on va le confisquer. Oui. Mais on va te tenir là-bas 2 jours. Mais à part ces difficultés avec les autorités mauritaniennes, Fall et les autres pêcheurs disent que le problème le plus pressant est celui de l'avancée de la mer. L'avancée de la mer affecte notre travail. C'est pourquoi on ne peut pas atterrir au bord de la mer. On est obligé de faire le tour sur la brèche. Auparavant, des femmes séchaient le poisson sous des tentes sur la plage. Mais actuellement, elles sont obligées de travailler dans les petites échoppes en ville. On a subi des pertes. La difficulté la plus pressante ici, c'est que l'espace est réduit, c'est trop petit. Avec l'odeur du poisson et la chaleur, on étouffe. Au moins quand on était au bord de la mer, on respirait de l'air frais. Mais les pêcheurs et leurs familles disent qu'ils n'ont de choix que de s'habituer au travail dans de nouvelles conditions. Nous, les pêcheurs, nous n'avons qu'une seule activité, depuis nos arrière-grands-pères jusqu'à nos jours. Nous sommes pêcheurs de père en fils. Nous n'avons qu'un seul métier, c'est le métier de la pêche. Quand ça marche pour nous. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas pour nous. Même en surmontant ces difficultés que leurs parents n'ont pas vécues, les pêcheurs s'inquiètent pour l'avenir de la pêche et celui de leurs enfants, qui risquent de se retrouver un jour sans gagne-pain. Isha Sarai, VOA Afrique, Saint-Louis. Voilà, espérons que les conditions vont s'améliorer, Jacques, car ils consomment beaucoup de riz. Absolument. Et le riz sans poisson. Éric Madirakisa, je vous remercie. À mardi prochain. À mardi prochain, Jacques. Pêche, vous savez, il y a quelqu'un qui a beaucoup de pêche, beaucoup d'énergie. Il s'agit de Yacouba Ouedraogo. Yacouba qui nous rejoint pour un tour d'horizon de l'actualité sportive. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques et bonsoir à vous, chers amis sportifs. Crystal Palace ne veut pas lâcher l'international ivoirien Wilfried Zaha pour moins de 88 millions d'euros. Selon Sky Sport, les Eagles ont déjà refusé une proposition de la part d'Arsenal. Les pensionnaires de l'Emirates Stadium auraient proposé le jeune Raïs Nelson en prêt et 70 millions pour Zaha, une offre refusée par Crystal. Selon The Independent, l'attaquant souhaiterait quant à lui partir. L'Ivoirien a déjà inscrit 10 buts en 34 rencontres de Première Ligue la saison écoulée. Lui qui sort de la Coupe d'Afrique des Nations où il a été éliminé en quart de finale avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Lui est dans le groupe du PSG qui part pour la Chine. La star brésilienne Neymar, qui voudrait revenir au Barça et dont le sort est incertain, fait partie du groupe de 33 joueurs retenus par le PSG pour sa tournée en Chine. Attendu le 8 juillet à la reprise de l'entraînement parisien, Neymar ne s'y était rendu qu'une semaine plus tard, soit le 15 juillet. L'entourage de la star avait justifié son absence par des engagements prévus de longue date, une situation que le club parisien avait déplorée en promettant de prendre les mesures appropriées. Le PSG affronte en amical l'Inter Milan samedi à Macao et le Sydney FC le 30 juillet à Suzhou. Le premier rendez-vous officiel de la saison, c'est le samedi 3 août à Shenzhen, face à Rennes, vainqueur de la Coupe de France pour le trophée des champions. Des nouvelles de transfert ici en NBA pour finir. Les Los Angeles Lakers ont recruté Kostas Antetokounmpo, le petit frère de Giannis, le meilleur joueur de la Ligue qui évolue lui avec Milwaukee. Kostas, 21 ans, a signé un contrat à 2 entrées avec les Lakers, ce qui signifie qu'il peut être aligné soit avec l'équipe première, soit avec l'équipe réserve. La famille Antetokounmpo pourrait même avoir 3 représentants en NBA durant la saison à venir, car le frère aîné de Giannis et Kostas, Thanasis, 27 ans, a lui aussi été engagé par Milwaukee. Pendant l'intersaison, les 3 frères nés en Grèce, dans une famille d'immigrés nigérians, représenteront la Grèce, leur pays, donc lors de la Coupe du Monde qui débute en Chine le 31 août. Voilà, c'est tout pour les sports. Merci bien Yacouba. À demain. Il est une véritable vedette en Afrique francophone où sa chronique du Gondwana et le Parlement
du rire font fureur. L'humoriste Maman est de retour chez lui au Niger. Il s'est produit à Niamey lors du récent sommet de l'Union africaine. L'acteur et homme d'affaires en a également profité pour superviser les plans d'une école de comédie qu'il espère ouvrir d'ici 2 ou 3 ans. Agenda plus chargé qu'un ministre donc pour Maman, comme nous le dit Irénée Hermanungbo. C'est avec toute sa clique du Parlement du Rire que le comédien Maman s'est installé au Palais des Sports de Niamey, le temps d'un spectacle inédit. Alors, chers amis, l'occasion est solennelle, l'occasion est exceptionnelle. Après ce spectacle au cours duquel Maman a annoncé son ambition de construire une école de comédie au Niger, cap sur le site qui doit abriter les locaux de la future école du Rire. C'est là-bas. Ah ouais. L'école va surgir et le sable, sous le sable il y a le pétrole, sous le sable il y a l'uranium. Et bien là, sous ce sable-là, c'est le savoir qui va pousser, c'est le talent qui va éclore. C'est vraiment à l'image de la vie, quoi. L'objectif de Maman est de représenter dans son pays d'origine son imaginaire, le Gondwana, un méga pays qui réunit toutes les nationalités du continent autour de l'art, du rire et sans aucune distinction ethnique ou religieuse. Ça, c'est donner de l'emploi aux jeunes africains, donner un espoir à ces jeunes-là, leur dire voilà, on peut créer des emplois chez nous, en Afrique. Donc restez chez vous et que ce genre d'initiatives se multiplient. Nous sommes tous musulmans, chrétiens, nous sommes des êtres humains et ça va être une école vraiment pour apprendre la liberté aux gens, l'amour de la vie, le vivre ensemble, c'est ce qu'on veut. Avec l'école de comédie du Gondwana, Niamey pourrait devenir la capitale de cette république imaginaire. Située entre le Burkina, le Mali et le Nigeria, des pays en proie à des attaques djihadistes, elle pourra servir d'arrière-plan de lutte contre l'extrémisme dans la région. Point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. À demain. Merci.